Alors, bonjour, bienvenue. Je me présente Hélène Savignac. Je suis animatrice du groupe Au cœur du transfert d'entreprise. C'est un groupe, en fait, la raison d'être, c'est de partager, de transmettre l'information sur le transfert d'entreprise. Et j'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir Marc Bérubé, de président de Coaching Financier Trek. Qu'est-ce qui est intéressant, Marc, ça fait quelques temps que je te connais, puis je suis toujours impressionnée de découvrir des nouveaux éléments de ton parcours. J'en ai d'ailleurs partagé quelques-uns dans la présentation que j'ai faite avec toi, que ce soit le côté athlétique, le côté de ton parcours en ingénierie et finalement être président d'un cabinet financier. Mais que j'ai découvert qui nous unit vraiment, c'est l'aspect d'offrir, de vouloir proposer des solutions optimales aux familles en affaires et aux entrepreneurs qui vivent une vente puis un transfert d'entreprise. Alors, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? Un sujet qui nous passionne tous les deux. C'est vraiment tout le côté de la notion d'équité et d'égalité dans un transfert d'entreprise. Puis des fois, ces deux notions-là viennent un petit peu brouiller les cartes pour les parents qui sont en affaires puis qui arrivent dans une situation de transfert puis qui se disent comment je vais faire pour être égal, être équitable? Là, ça vient vraiment des fois les déstabiliser. Alors, j'aimerais ça que tu nous partages justement un scénario que tu rencontres de façon régulière où justement ça, c'est au cœur de l'enjeu, cette notion-là d'égalité puis d'équité. Bien, premièrement, merci Hélène de ton invitation à partager sur un sujet, comme tu dis, qui nous passionne tous les deux. Un exemple de dossier qu'on voit souvent ou de cas qu'on voit souvent, c'est une famille qui est en affaires. Donc, bon, je vais y aller avec le cas classique, là. Je ne veux pas paraître sexiste ou quoi que ce soit, mais bon, la génération là, qui nous précède, ben, c'était souvent monsieur en affaires. Puis des fois, ben, maman plus à la maison. Puis bon, on arrive dans une situation où on a eu, par exemple, 2 enfants. Puis un est très impliqué dans l'entreprise. L'autre a décidé de trouver une autre voie. Puis quand les parents décident, en allant chez le notaire, de faire le testament, bien, pour eux, c'est très important d'être égaux. Donc, c'est-à-dire que c'est 50% de tout est séparé entre mes 2 enfants. Ce qui est, à mon avis, une grave erreur parce que c'est l'égalité, comme tu disais tantôt, c'est que n'est pas égal à l'équité. Un enfant qui est impliqué depuis l'âge de 15 ans à travailler avec son père dans l'entreprise, quand le frère ou la sœur n'avait aucun intérêt puis a fait autre chose, puis qu'aujourd'hui, ben, ces enfants-là sont rendus dans la mi-quarantaine, puis c'est le temps de penser, bon, peut-être à un transfert, mais aussi, bon, les parents sont aussi un petit peu plus âgés, donc on pense à c'est quoi la suite des choses. De dire je vais donner 50-50 les parts de mon entreprise au décès, ça fait que l'enfant qui est impliqué, bien, premièrement, n'aura pas de pouvoir décisionnel, c'est-à-dire qu'il va devoir toujours avoir l'approbation de son frère ou de sa sœur pour prendre des décisions dans l'entreprise. Puis aussi, c'est que si on en a un qui a un tempérament plus entrepreneur versus l'autre, l'autre ne voudra peut-être pas prendre de risques, ne voudra peut-être pas investir dans l'entreprise, va peut-être préférer garder sa valeur puis ne pas trop avancer. Donc, ça peut complètement paralyser l'entreprise familiale dans une situation comme ça. Puis ça partait de l'intention de base des parents est toujours positive. Et c'était pour que ça soit harmonieux, puis que ça soit égal, puis ça ne cause pas de conflit. Puis des fois, en ne voulant pas causer de conflit, justement, comme tu as si bien expliqué, la personne qui est impliquée, qui est l'entrepreneur, qui se ramasse les points liés pour gérer l'entreprise, ça peut vraiment, justement, là, être une source de conflit, puis que ça ne soit pas fluide. Puis même la personne qui reçoit des parts d'une entreprise dans laquelle elle n'a pas choisi ça du tout, peut vraiment augmenter son degré d'angoisse et de stress de façon fulgurante. Alors, on se retrouve avec 2 personnes qui ne sont pas nécessairement dans leur zone de confort puis que dans leur zone de facilité. Puis c'est justement ça, des fois, qui peut amener beaucoup de disharmonie. Alors, merci de mettre de la clarté par rapport à ça, de nous spécifier, dans le fond, quels peuvent être les risques quand une situation comme ça arrive. Et dis-moi, ceci étant dit, quelles sont des options ou des avenues possibles
de faire en sorte que ça soit équitable, tout en demeurant dans une certaine notion d'égalité, oui, mais que ça soit équitable puis optimal pour le patrimoine familial et pour l'entreprise aussi. Alors, prends un cas où la valeur principalement de la valeur du patrimoine familial, exemple, se retrouverait dans l'entreprise. Il n'y aurait pas nécessairement beaucoup de valeur à l'extérieur de l'entreprise. Quels seraient des bons mécanismes justement pour faire en sorte que ça soit équitable pour la relève, pour les enfants de la famille? Oui, ben en fait, le cas dont tu parles, c'est le cas typique, hein, où la valeur du patrimoine de la famille est peut-être à 80-90% à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver dans une solution où on donne 100% de l'entreprise à un des enfants, puis ce qui reste, donc la résidence principale, puis peut-être le chalet à l'autre enfant. Si on a une entreprise qui vaut, par exemple, 10 millions, puis la résidence plus le chalet vaut 1 million. Là, c'est vrai qu'on n'est pas équitable. Mais la première chose à faire, c'est de discuter. Hein? La première chose à faire, c'est de s'asseoir avec les enfants puis de voir quelles sont leurs attentes. Peut-être qu'ils sont déjà angoissés à l'idée qu'ils vont se ramasser. Celui qui n'est pas impliqué va se retrouver avec la moitié de l'entreprise, ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va en faire. Peut-être qu'il a déjà l'idée de vendre sa part à son frère ou à sa sœur. Là, il va falloir qu'il négocie une valeur à ça. Est-ce que ça va provoquer des chicanes de famille? Donc, effectivement, on veut avoir une certaine égalité, mais est-ce que si on a une entreprise qui vaut 10 millions qui nous est transmise, est-ce que d'avoir une part équitable de ça, c'est de donner 10 millions à l'autre enfant? Personnellement, je pense que non. Je pense qu'il y a une valeur. L'entreprise, c'est quand même un risque. C'est quand même, il faut se lever à tous les matins pour aller gérer, développer ou maintenir cette entreprise-là. Donc, il y a sûrement une valeur, c'est-à-dire un chèque que l'autre enfant serait prêt à obtenir en contrepartie en fait, au lieu d'avoir 50% de l'entreprise. Je donne un exemple, là, antérité d'une compagnie qui demande de se lever très tôt le matin à tous les jours, puis d'avoir cette attache-là de devoir la faire fonctionner qui vaut 10 millions, ou recevoir un chèque qu'on dépose dans notre compte de banque, puis un chèque, disons, de 5 millions. Oui. C'est un pensez-y bien. Hein? On s'entend que là, l'argent est... Bon, on n'a plus d'impôts, l'argent a été transmis. Donc, un 5 millions, c'est peut-être un montant qui est excusez l'anglicisme, mais le sweet spot. Mais l'idée, c'est de s'asseoir en famille. Puis, tu sais, souvent, le testament, c'est une surprise. Hein? Les gens arrivent, c'est la lecture du testament, puis là, ils apprennent tout ce qu'il y a dans le testament, puis des fois, c'est ça qui peut causer des conflits. Je pense qu'on en parle avant, puis je sais que toi, tu es très impliqué avec les familles à ce niveau-là, d'engager des discussions et tout ça. Puis, quand vient le temps de parler de dossiers un petit peu plus chiffrés dans les assurances, parce qu'on va en venir à ça, mais il y a une belle façon d'arriver avec une équité en termes de valeur, c'est avec des produits d'assurance. Bien, on peut s'asseoir avec les enfants puis leur expliquer qu'est-ce qui se passe puis pourquoi c'est comme ça. Hein, parce qu'à la lecture du testament, si ça dit, bien, frère, le frère 1, tu hérites de toute la compagnie, puis frère 2, tu vas avoir un chèque de 4 millions. Bien, le frère 2 peut se sentir un petit peu lésé parce qu'il dit, ben non, mon frère vient d'avoir quelque chose qui vaut 10 millions, moi j'ai 4 millions, comment ça? C'est pas juste. Fait que l'idée, c'est de discuter et de montrer qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est comme ça, pour éviter justement ces chicanes-là. Parce que je pense que les entrepreneurs, ou même en fait tout le monde, ce qu'on souhaite après notre décès, c'est que nos enfants continuent d'être des amis, là, continuent de s'aimer, en fait, puis pas tomber dans une chicane, surtout pas pour de l'argent. Puis, écoute, tu as tellement raison, parce que souvent, au cœur d'un transfert, justement, il y a des non-dits, puis les parents se demandent, mais comment je vais aborder ça? Tu sais, des fois, c'est de dire, bien, est-ce que je vais créer de la disharmonie maintenant ou plus tard? Puis, il n'y a rien comme la clarté de partager en authenticité qu'est-ce qui est là, de dire qu'est-ce qu'il y en est, même si l'autre personne n'est pas nécessairement dans le monde des affaires. Il y a des choses qui sont faciles à comprendre, puis des fois, c'est le fait de ne pas en parler, de ne pas l'aborder, ou que là, les gens ont des perceptions qui s'accumulent avec les années, puis là, les gens, des fois, leur point de vue est là depuis des années, puis à cause du manque de clarté, bien là, c'est plus difficile à ramener. Tandis que quand on amène les choses quand même assez rapidement,
puis qu'il n'y a pas de cachette, même si des fois, ça peut être un petit peu déstabilisant pour les parents de parler de ça, bien, ça peut tellement faire une différence sur la fluidité, puis sur les gens aussi, des spécialistes comme toi qui vont être en ouverture pour leur proposer des solutions, puis avoir le temps de planifier ça aussi afin que ça soit optimal pour la famille et l'entreprise, veut pas par la bande, là. Fait que, Oui. effectivement, je trouve ça important de revenir là-dessus parce que c'est un point qui, des fois, on se demande comment faire, mais comment faire, c'est tout simplement d'aborder le point, de faire un conseil de famille, de dire on va mettre de la clarté par rapport à ça, puis on accueille qu'est-ce qui est là par la suite, là. Et, Tu sais, ce que... Oh, oui, vas-y. excuse-moi. Non, 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 vas-y. J'avais complété. Ce que tu dis quand tu parles de clarté, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui négligent un gros aspect, c'est l'impôt au décès. Hein, c'est-à-dire qu'on a parti une entreprise de zéro, puis on a bâti ça, puis là, maintenant, ça vaut quand même je sais pas, tantôt on parlait de 10 millions, disons, une entreprise qui vaut 10 millions. Il y a un très, très gros gain en capital. Donc, au moment du décès, il va y avoir une facture fiscale très importante qui va être à payer selon ce qu'on a laissé sur le testament. Donc, si on a décidé de laisser nos avoirs à nos enfants, peu importe dans quelles proportions qui auront été décidées, il va y avoir une grosse facture d'impôt à payer personnellement par la succession, en fait, donc pas l'entreprise. Donc, c'est important de prévoir ça. Puis, malheureusement, quand on rencontre des clients et qu'on leur demande est-ce que vous avez fait calculer votre facture fiscale récemment au décès, là, la plupart ne savent pas, n'ont aucune idée de quoi on parle. Donc, c'est très, très important d'identifier ce montant-là, puis d'identifier de quelle façon on va le payer. Parce que des fois, c'est impossible de le payer avec nos liquidités personnelles. L'entreprise a une grande valeur, mais n'a pas nécessairement 2-3 millions dans le compte bancaire. Donc, souvent, on se retrouve à être obligé de faire des emprunts sur l'entreprise. Est-ce que le banquier va être à l'aise vu que le président de l'entreprise vient de décéder? Est-ce que le banquier va être à l'aise de prêter 2-3 millions aux enfants? Donc, il y a des façons de prévoir ces dépenses-là qui sont très efficaces, mais il faut le faire tôt parce que, en fait, le plus tôt possible. Parce que contrairement à beaucoup d'outils financiers où on n'a qu'à écrire un chèque, puis c'est réglé, on a accès aux produits. Les produits qu'on utilise, c'est des produits d'assurance vie. Donc, l'aspect qui est regardé en premier, c'est la santé, c'est l'assurabilité de la personne. Puis les gens souvent se réveillent un peu tard par rapport à leur impôt au décès. Puis ce qui se passe, c'est qu'on a une belle solution qui serait vraiment la moins coûteuse de toutes les solutions possibles, mais on n'y a pas accès parce qu'on l'a fait trop tard. Donc, on peut aller, on peut... Ça me fait penser à quelque chose, Marc, avant, ça me fait vraiment... As-tu une idée pourquoi les gens ont tendance à pas... Qu'est-ce qui bloque les gens, qui freine les gens à... C'est-tu un manque de connaissances qui va avoir une facture fiscale au décès, par exemple? Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait en sorte que les gens sont plus... ne vont pas là pour avoir cette clarté-là par rapport à qu'est-ce qui arrive par la suite? Je pense que c'est un manque de connaissances, effectivement. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont, dans leur tête, c'est si mon comptable ne m'en a pas parlé, c'est que ça n'existe pas. Hein? Si mon comptable ne m'a pas dit, puis malheureusement, il y a beaucoup de comptables qui ne vont pas là, qui ne vont pas aller à faire ce calcul-là. Ils sont en mesure de le faire. Si on leur demande, ils vont le calculer avec une très grande précision. Par contre, ils ne vont pas nécessairement le faire de façon proactive. Donc, on doit le demander, on le demande. Oui. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment un manque de connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi, mon entreprise, je l'ai bâtie, elle a une valeur, j'ai payé tous mes impôts à chaque année. Il y a encore un impôt après. Ben oui, c'est comme ça. Bien, c'est ça. D'où l'importance aussi, dans le fond, de s'entourer de professionnels puis de ne pas avoir peur de poser des questions sur qu'est-ce qui est possible. C'est sûr qu'on ne se cachera pas là, quand on est en train de dire on parle de notre décès, c'est peut-être pas évident, mais on fait souvent des farces avec ça. C'est une certitude dans la vie, hein, c'est la mort et les taxes. C'est comme quelque chose qui est comme là, puis ultimement, il existe des options, des avenues possibles, justement, que ça soit harmonieux avant, puis même par la suite. Et ça, c'est dans le plus haut potentiel du patrimoine familial et de l'entreprise aussi, là, parce que quand on est sur une entreprise
que c'est facile, comment dire ça, que c'est clair qui va prendre les rênes de l'entreprise, que la personne a le champ libre, qu'il y a de la clarté aussi au niveau du patrimoine familial, comment ça va se faire, puis que les gens se sentent sécures, ben on met vraiment les chances de notre côté qu'il y ait de l'harmonie qui se poursuive pendant des années durant, là, et que ça soit rentable aussi. Que deux aspects qui sont couverts, le côté rentabilité pour la famille puis le côté harmonieux, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est magnifique, là. Oui, tout à fait, parce que c'est l'objectif, hein. Oui, on a bâti un beau patrimoine, mais on veut que la famille demeure unie, même avant que les parents quittent, mais aussi après. Puis, une belle entreprise ben, pourra être aussi transmise à une autre génération aussi par la suite. Donc, puis les façons, juste pour revenir à notre sujet initial, ben, quand on a un patrimoine très important dans l'entreprise, il faut mettre en place une stratégie qui va permettre à l'entreprise d'accumuler suffisamment de valeur pour respecter nos volontés puis arriver à compenser, en fait, à faire le fameux chèque à l'enfant qui est moins impliqué. Puis, en utilisant les produits d'assurance vie, étant donné que l'assurance vie dans une société a un statut fiscal particulier, donc qui est très, très, très avantageux fiscalement. Ça, c'est une notion que peu de gens connaissent. C'est 1 million d'assurance vie dans une société, de prestations d'essai, en fait, dans une société, versus 1 million d'argent liquide dans une société. Bien, le 1 million d'argent liquide, pour le sortir, on doit se verser un dividende, donc payer un bon 40 % d'impôt sur le montant qu'on sort. Donc, il va nous rester 600 000 dans nos poches pour, par exemple, payer une facture d'impôt. Tandis que si on a 1 million de prestations d'essai dans une société, bien, la majeure partie de ce 1 million-là va sortir libre d'impôt dans les mains des héritiers. Donc, il y a une différence majeure. Puis, c'est pas que l'assurance vie génère des rendements, c'est que c'est un rendement fiscal parce que les lois permettent ça. Puis, c'est un avantage très, très important de l'assurance. Donc, les gens pensent souvent que l'assurance vie, c'est une dépense supplémentaire, tout ça, mais c'est très facilement prouvable que de prendre l'assurance vie dans un cas comme celui-là, c'est la solution la moins dispendieuse qui existe. Mais comme je disais tantôt, il faut être capable de prouver qu'on a une santé puis qu'on est capable de souscrire ces produits-là. D'où l'importance de se prendre tôt quand justement on est en pleine santé puis que les options sont encore plus là disponibles. De toute façon, on ne le dira pas assez. Tu sais, un transfert d'entreprise, c'est une transaction des fois qu'on va faire une fois dans sa vie et se prendre, qu'il ne soit pas minuit moins une, que ce soit plus tôt, qu'on ait le temps de planifier, oui, le côté fiscal, le côté comptable, le côté des assurances, le côté gestion de l'entreprise aussi. Ça va faire toute la différence pour être capable d'avoir accès, comme tu as bien partagé aujourd'hui, à un scénario qui est vraiment optimal, des produits qui existent, et c'est d'avoir la connaissance de ça. Puis merci, c'est justement exactement ça, l'essence du groupe, c'est de transmettre l'information pour voir qu'il y a des solutions possibles, des options possibles pour... là, on a parlé de la notion d'équité et d'égalité, mais ça s'applique vraiment dans un cas de transfert, même dans un cas de transfert qui n'est pas nécessairement familial. C'est encore plus spécifique avec le cas de figure que tu as donné aujourd'hui, l'enfant impliqué puis l'enfant qui n'est pas impliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit harmonieux et... en fait, profitable aussi pour la famille et l'entreprise. Oui, ben, en fait, tu as tout à fait raison. Puis juste pour rajouter un petit quelque chose, c'est que, comme tu disais, des fois, le transfert ne se fait pas à l'intérieur de la famille. Des fois, les enfants ne sont pas impliqués du tout. Il y a une vente qui va être effectuée, puis souvent, les parents vont se retrouver avec un très gros montant, un très gros capital à l'intérieur d'une société de gestion. Puis, encore une fois, il y a des belles façons de faire de l'optimisation pour le transfert patrimonial. Dans des cas comme ça, quand c'est juste une société de gestion, effectivement, là, on peut se permettre de faire du 50-50. Mais par contre, il y a des belles stratégies qui peuvent être mises à l'intérieur ou qui peuvent être faites à partir de la société de gestion pour transmettre un patrimoine encore plus important. Puis encore une fois, on a nos fameux impôts d'essai qui vont être payables, même si l'entreprise a été vendue. Donc, c'est très important d'avoir des gens qui nous entourent et qui peuvent au moins nous expliquer qu'est-ce qui est disponible, puis ensuite, on prend nos décisions. Mm-hmm. Et dis-moi, est-ce que quelque chose que tu aimerais ajouter, que tu crois qui serait pertinent? On a quand même touché plusieurs volets.
Puis je trouve ça vraiment, je trouve vraiment fantastique que tu offres cette possibilité-là aux gens, cette connaissance-là, de voir qu'est-ce qui est possible pour eux. C'est vraiment un gros merci de ta générosité. Puis on peut vraiment ressentir que le côté d'offrir des scénarios optimales est vraiment présent. Puis c'est cette connaissance-là qui fait toute la différence. Alors, est-ce que quelque chose que tu aimerais ajouter, Marc, par rapport au sujet qu'on vient de couvrir ce matin? Bien, la seule chose, j'ai touché un petit peu tantôt, c'est questionner vos comptables. N'attendez pas ou prenez pas pour acquis que les comptables vont toujours être proactifs sur différents scénarios. Les comptables font très bien leur travail, mais souvent sont identifiés à répondre à tout ce qui a trait aux finances, puis ce n'est pas le cas. Hein. Les comptables sont là pour faire balancer vos états financiers puis s'assurer que tout est beau puis tout est parfait. Mais pour ce qui est de stratégie, tout ça, posez des questions sur les impôts successoraux, demandez-leur de faire les calculs pour vous, à savoir ça ressemble à quoi, qu'est-ce qui s'en vient. C'est important aussi pour éviter des situations de double imposition. Pour des entreprises, disons, de plus grande envergure, là, de consulter un fiscaliste aussi pour voir si, au moment du décès, comment la transmission va être faite pour éviter de payer des impôts superflus. Donc, d'être bien entouré puis de le faire d'avance, de ne pas laisser notre succession dealer avec ça, puis d'avoir une équipe déjà qui entoure puis qu'on a déjà un plan. Puis ça ne veut pas dire que si on fait un plan on est décompté puis on pense mourir dans les mois qui suivent. C'est vraiment d'être bien entouré puis de suivre ça. C'est la meilleure façon de procéder. Bien, merci beaucoup d'avoir mis de la clarté sur un sujet, effectivement, qui est un peu délicat, hein, on ne se le cachera pas, parce que mais merci d'avoir mis de la clarté puis d'avoir partagé des belles connaissances à ce sujet-là. Et puis, évidemment, j'invite les gens qui sont dans le groupe à partager cette information-là, puis à nous adresser vos questions également. Ça suscite des réactions, des questionnements. Bien, on est là aussi pour partager sur ce sujet-là, puis ça nous fera plaisir de répondre aux questions que vous avez. Alors, encore une fois, un gros merci, Marc, aujourd'hui pour ton temps et ta générosité dans l'information. Ça a été vraiment un plaisir et un honneur de t'accueillir avec moi pour ce moment. Bien, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Hélène. Alors, une prochaine fois et bonjour tout le monde.